Bonjour à toutes et à tous et merci d'écouter VOA Afrique et surtout d'être au rendez-vous de votre santé, votre avenir, le magazine d'information et d'éducation sur les questions de santé. À la présentation, c'est Rosine Mounezero et Mohamedou Oumfa est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rosine, bonjour chers auditeurs. C'est bientôt la fin des vacances et cette semaine, nous intéressons à cette période qui a haut risque de transmission des infections sexuellement transmissibles et donc du VIH-Sida. La cause, c'est une période pendant laquelle les jeunes n'ont plus de liberté pour les activités mondaines. C'est la période où on doit se défouler. On choisira des places un peu fameuses, donc des points chauds où il y a soit la danse, soit la bière. Le risque de contamination des IST est d'autant plus élevé pour les enfants que certains parents ont du mal à aborder avec eux les questions liées à la sexualité. Il faut éviter de parler ça parce que quand vous parlez de sexualité, il va te demander comment est-ce que le sexe fonctionne. Parce que moi, mon fils aîné n'a que 12 ans. Vous voyez, parler du sexe, c'est un problème. Dans cette édition aussi, nous nous rendrons au Cameroun où se déroule depuis plusieurs années une opération baptisée Vacances sans sida. Et comme toujours, le docteur Amanguin Cap a répondu à vos questions. Mais pour commencer, voici l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Et pour parcourir l'actualité santé, nous recevons Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamedou. Alors cette semaine, nous parlons essentiellement des solutions technologiques développées pour faciliter l'accès aux soins de santé de base dans les pays en voie de développement. Oui Mohamedou, certaines de ces solutions pensées pour révolutionner les soins offerts aux pauvres ont été présentées à Arusha en Tanzanie. C'était lors de la conférence TED Global qui s'est déroulée du 27 au 30 août. TED Global se veut une vitrine d'idées, d'innovation et de la créativité de l'Afrique. Il y a par exemple le roboticien sierra-léonais David Senge qui travaille avec l'équipe d'IBM Afrique sur des algorithmes destinés à prévoir la progression d'un cancer. Effectivement, un logiciel d'intelligence artificielle qui peut, à partir d'une base de données d'images, détecter des changements de couleur dans le col de l'utérus et indiquer quelle patiente encourt le risque d'être affectée par ce cancer qui tue 60 000 femmes en Afrique chaque année. Travaillant sur un problème similaire, Patrick Shah du Massachusetts Institute of Technology, ici aux États-Unis, a développé un système permettant d'utiliser des photos prises par un simple téléphone portable pour identifier les marqueurs biologiques d'un cancer de la bouche. Parmi les innovations sur lesquelles travaillent les spécialistes, il y a le dépistage par téléphone des maladies de l'oreille. Oui, Mohamedou, l'américaine Susan Emmett, une chirurgienne otorhinolaryngologiste teste actuellement une technologie sud-africaine de dépistage par téléphone portable dans des communautés rurales d'Alaska. Cette technologie, 10 fois moins coûteuse que les solutions traditionnelles, implique le recours à des écouteurs qui atténuent le son et à un adaptateur attaché à un téléphone portable pour examiner l'oreille du patient. Avec cette technologie, la présence d'un audiologiste, d'un équipement permanent et d'une chambre insonorisée ne sont plus nécessaires. Ceci est une bonne nouvelle pour les patients de certains pays à revenus moyens ou inférieurs où les tests auditifs sont rares. Pourtant, 80% des personnes souffrant de ces pertes auditives vivent dans des pays en voie de développement. Le Malawi, par exemple, n'a que 2 chirurgiens ORL et 11 audiologistes. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Autre nouvelle Firmin, une application qui permet d'effectuer des tests de la vue a été présentée lors de cette conférence. Le public de la conférence a également pu voir une vidéo du chirurgien Andrew Bastarov à propos de son application dénommée PIC. Cette application pour smartphone permet d'effectuer des tests de la vue et de dépister des maladies des yeux. Enfin, les drones livreurs de son ont été présentés. Des drones qui, en son rappel, avaient été inaugurés au Rwanda en 2016 pour livrer des lots de sang dans les cliniques isolées de ce pays montagneux. Des drones à partir desquels des paquets de sang sont parachutés au sol délivrent maintenant 20% des approvisionnements en sang en dehors de la capitale rwandaise Kigali. La semaine dernière, le ministre tanzanien de la Santé a annoncé que son pays utiliserait la même technologie pour livrer du matériel médical. Espérons, Firmin, en tout cas, que toutes ces technologies seront disponibles sur tout le continent pour soigner plus de monde et à un coût réduit. Merci. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Les vacances scolaires sont un moment à haut risque de contamination des infections sexuellement transmissibles. Pendant cette période, les jeunes sont un peu plus libres que d'habitude et la plupart s'adonnent à des activités de plaisir. Voyages et rencontres de nouveaux partenaires, boîtes de nuit, alcool et même prostitution pour certains. Au Cameroun, les autorités ont mis sur pied depuis une dizaine d'années une opération baptisée Vacances sans sida. Cette opération vise à sensibiliser les jeunes pendant les vacances et à lutter contre la pandémie. En 2016, par exemple, l'opération a permis de dépister plus de 30 000 jeunes, parmi lesquels 800 ont été testés positifs. Fogue Foguito est le directeur exécutif de l'association de promotion des droits humains Positive Generation. Il a participé à plusieurs opérations de vacances sans sida comme consultant. Il a accepté de nous parler. L'opération Vacances sans sida consiste à mobiliser pendant une période donnée, c'est-à-dire les périodes de vacances, des centaines de jeunes pour lutter contre le VIH-Sida. Le but étant ici, dans son ensemble, les amener à se prémunir contre le VIH-Sida. De manière concrète, cela consiste à, durant un mois, à former les jeunes, à les envoyer sur le terrain pour qu'ils puissent sensibiliser d'autres jeunes comme eux sur les questions du VIH-Sida. Et cela est organisé de manière centralisée et décentralisée, c'est-à-dire ça commence par des réunions au ministère de la Santé pour faire ces activités-là, puis dans les régions à travers les groupes techniques régionaux de lutte contre le VIH-Sida. Alors, les vacances sont connues pour être une période à haut risque de transmission des IST et donc du VIH-Sida. Vous qui avez travaillé sur le sujet, est-ce que c'est votre avis et qu'est-ce qui explique cela? Bien évidemment, la période de vacances est une période à risque, tout simplement parce que les vacances en elles-mêmes sont des périodes de relâchement, quelle que soit la personne, que ce soit pour l'adulte ou bien pour les jeunes. Et on sait que dans ces périodes de relâchement, les gens sont moins stressés, donc sont plus enclins à poser des actes ou bien à ne pas être vigilants dans les comportements ou les rapports qu'ils ont avec eux, bien évidemment, étant une période festive où la joie et la farniente ils sont. Donc, pour nous pensons également que oui, les vacances sont une période à risque et justement, durant les vacances, on devrait sensibiliser les jeunes sur ces questions-là. Et ce qui explique cela, c'est justement ça, le fait que, étant une période à risque et qu'on a des masses de jeunes qui sont sur le terrain, qui n'ont rien à faire, donc, et qui devraient justement être plus enclins à poser des actes qui peuvent les amener à être à risque face au VIH-Sida. Alors, selon les chiffres du Comité national de lutte contre le sida au Cameroun, 800 jeunes ont été dépistés positifs au VIH pendant l'opération Vacances sans sida en 2016. Êtes-vous surpris par ces résultats et pourquoi? 800 jeunes dépistés séropositifs ne sont pas surpris par ces résultats, mais nous questionnons sur la méthode qui a été utilisée pour les résultats. Nous ne sommes pas surpris parce que quand on sait le taux de séroprévalence, et si on devait faire, ça fait une moyenne de 80 jeunes par région pendant un mois, c'est pas si élevé que ça. Le taux de séroprévalence commun, c'est de 4,3%. Mais déjà avoir 800 jeunes séropositifs, c'est énorme et nous interpelle immédiatement pour les réponses qu'il faut apporter, l'attention qu'il faut apporter à la réponse face au VIH, surtout en milieu jeune. Alors, y a-t-il des difficultés dans la réalisation des opérations de ce type, des opérations comme Vacances sans sida? Si oui, lesquelles? Les difficultés sont d'ordre structurel, organisationnel et même de mise en œuvre. Vous savez, la prévention, cette activité relève de la prévention contre le VIH-Sida, qui est une activité qui est le parent pauvre de la réponse à la lutte contre le VIH-Sida aujourd'hui. Et l'opération Vacances sans sida a beaucoup plus une visée plus folklorique, avec l'utilisation du leadership de la première dame, de notre point de vue, pas très bien utilisé, qui fait croire que c'est du folklore où la première dame vient se filmer avec quelques jeunes et qui fait perdre sa dimension factuelle, sa dimension importante dans la réponse qu'on devrait apporter au VIH-Sida. Donc nous pensons que les difficultés, le fait qu'on n'associe pas tout le monde, ceux qui travaillent au quotidien sur ces questions-là, ceux qui travaillent tous les jours sur ces questions-là durant cette période-là de manière réelle, je parle ici de ces gens, c'est des organisations associées civiles qui travaillent sur ces questions-là au quotidien, et le fait qu'il y ait très très peu de moyens mis pour cela sont pour nous un des facteurs qui contribuent à la difficulté de sa mise en œuvre. Quelles recommandations pouvez-vous formuler pour que cette opération soit améliorée et pour que les jeunes ne soient plus véritablement exposés aux IST pendant les vacances? En termes de recommandations, nous pensons qu'on ne doit pas inventer la roue. La première recommandation, c'est qu'on doit toujours attendre la période des vacances pour faire la sensibilisation ou bien engager la lutte contre le VIH-Sida. Cela devrait être un véritable plan qui ne s'appelle pas seulement Vacances sans sida, mais qui s'appelle lutte contre le VIH-Sida dans le milieu jeune. Et cela passerait par l'introduction des modules liés à la réponse au VIH-Sida dans les curricula de formation. C'est-à-dire ça intéresse le ministère pas seulement de la Santé, mais des enseignements secondaires, professionnels, techniques et même de la formation professionnelle pour qu'ils puissent apporter cette réponse-là. Et que dans les écoles des enseignants, on puisse
introduire ces modules-là et que ces enseignants puissent les dispenser aux jeunes pour qu'ils puissent se prévenir tout au long de l'année, pas seulement durant les vacances. Ça, c'est d'un de deux. Il faudrait qu'il y ait des moyens conséquents. On ne peut pas donner aux gens une mission, ne pas les donner les moyens. Quels moyens conséquents qui permettent que cette prévention en milieu jeune soit permanente et constante. Et de trois, qu'il y ait d'autres acteurs, d'autres leaders qui soient identifiés pour participer de manière véritable et non folklorique à cet engagement de lutte contre le VIH/SIDA. Nous remercions Fogué Foguito qui nous répondait depuis Yaoundé au Cameroun. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. Essayons maintenant d'avoir le point de vue d'un élève. Comment s'occupe-t-il pendant les vacances? Les élèves sont-ils assez sensibilisés sur les risques des infections sexuellement transmissibles? Comment vivent-ils leur sexualité? Nous avons posé ces questions à Olivier Mutombo. Il est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il est au micro de notre correspondante Béro Matanda. Pendant la période de repos, c'est la période où on doit faire de tout son mieux pour se défouler de ce qui avait été emmagasiné comme choc qui provoque chaque fois des stress. Vu que certains professeurs ont leur méthodologie de donner le cours à haute pression et d'autres vont dans la manière que les élèves puissent au mieux comprendre leur cours. Et en plus de ça, la biochimie, il y a trop de calculs, il y a trop de mathématiques, des formules qu'il faut retenir, qu'il faut autant mémoriser, ce qui arrive à faire le ralentissement du cerveau à ne pas mieux fonctionner. Et après ça, si nous nous reposons, c'est dans le but d'avoir au moins de l'énergie positive pour se relancer dans l'avenir, vu que déjà il y a peu de jours qui nous restent pour la rentrée scolaire. Et en ce moment, ce qu'il faut faire, c'est reposer, faire un petit peu du sport pour maintenir sa santé normale. Donc, si je comprends bien, tu t'es suffisamment reposé pendant cette période. Si me reposer, c'est ça le mieux que j'avais à faire. Est-ce que tu es fier d'avoir fait quelque chose de particulier? Oui, je suis vraiment fier de ce que j'ai pu faire durant ce temps de repos. Entre autres, ce que j'ai pu faire, c'est visiter un petit peu les centres d'information, centres d'études, mais aussi entrer dans des bibliothèques. Là, on ne peut pas dire simplement que les bibliothèques scientifiques, mais il y a aussi des bibliothèques là où on vend, ou bien on part faire la lecture, par exemple, biblique. C'est rafraîchir la mémoire, avoir un moral trop bas pour tout simplement se maîtriser afin d'affronter ce qui vient dans le futur. Voilà le vrai que j'ai pu faire. Parfois, des organisations ou des institutions administratives organisent des activités de lutte contre le sida en faveur de jeunes en vacances. Avez-vous eu ce genre d'activité dans votre quartier résidentiel? Dans notre quartier résidentiel, je n'ai pas pu voir ce genre de campagne être battu. Mais simplement, ce que je peux dire, le long de l'année scolaire, j'ai pu participer à une visite guidée dans un centre hospitalier. Et arrivé là-bas, nous étions vraiment intéressés par ce qui battait la campagne de lutter contre le VIH. Ça concernait le dépistage volontaire. Nous nous sommes fait dépister et puis après tout, nous avons su c'est quoi nos états sérologiques. Les résultats ont été sortis et c'était bon. Et alors, ayant déjà la lumière de ce qu'on est, alors la conscience revient à ne pas déborder. Voilà ce que j'ai eu à faire pendant cette période. Penses-tu que la période des vacances est une période délicate où les jeunes peuvent facilement attraper le sida? Je veux dire oui et non. Oui, dans la manière où vouloir se défouler, se détendre, on choisira des places un peu fameuses, donc des points chauds où il y a soit la danse, soit prendre la bière, mais aussi la chirurgie esthétique comme on l'a toujours dit. Et là, on peut être infecté de manière où, prenant la bière à l'excès, on peut tomber dans ce genre de choses. Deuxième chose, c'est que par la chirurgie esthétique, les lames de rasoir, des personnes qui sont passées avant peuvent être infectées. Et le chirurgien de l'esthétique peut ou ne pas être déjà avisé de ce qui peut y avoir comme retombée, des outils déjà infectés, non stérilisés et qui doivent être utilisés sur la tête d'une autre personne. En cas où il y aura tout simplement des microplaies, le virus pourra infecter l'autre monsieur qui ne l'a jamais été, mais qui devient infecté à cause de l'infection due au matériel de chirurgie esthétique. La troisième chose, c'est que par transfusion du sang, le sang qu'on peut transfuser dans des hôpitaux peuvent être infectés. Est-ce que les jeunes sont exposés au sida seulement pendant les vacances? Par rapport à ce que tu dis, est-ce que ces choses peuvent arriver seulement pendant les vacances? Non.
C'est pourquoi je dis oui pendant la période de vacances, mais aussi non du fait que à ce moment-là, la conscience de l'homme va travailler. Parce que il y a aussi des manifestations qui se font le long des années scolaires. Et quand on participe à ce genre de manifestations, si on n'a pas le contrôle de soi, on doit justement accéder à tout ça et être infecté par ces 3 voies de transmission. Et là, on va dire que c'est de chaque jour qu'on doit porter toutes ces mesures. C'est de chaque jour. C'est pas que l'année académique parce que nous sommes vraiment intéressés à étudier qu'on peut oublier à se coiffer, qu'on peut oublier à prendre un verre de la bière ou soit à aller se faire dépister pour connaître son état sérologique. On doit être infecté le long même de l'année scolaire. Ce n'est pas à dire que lors de la période de vacances qu'on est vraiment exposé. Non, c'est de tous les jours. Selon toi, qu'est-ce qui devrait être fait ou amélioré pour protéger les jeunes contre le comportement susceptible de les exposer au sida? La première des choses, c'est la campagne de lutte contre le VIH. Parce que ces gens-là, quand ils viennent dans le quartier, ils donnent vraiment de leur mieux pour justement prévenir. Là, il s'agit de la prévention. Ils donnent des rudiments tels que des commentaires sur les 3 voies de transmission et après tout, ils donnent des conseils pourvu qu'en dehors de ça, on peut en attraper. On peut en attraper dans la manière où on ne sait pas mieux se protéger de soi. Je souhaite que les campagnes de VIH soient battues dans chaque quartier, mais aussi la prévention de soi, la mesure de soi qui vaudrait mieux. Parce que les campagnes peuvent passer et les conseils que donnent ces agents des campagnes peuvent ou ne pas rester dans la mémoire de quelqu'un. Et s'il oublie, il reviendra déjà infecté. Et s'il pourra se mettre en considération de ce qui avait été dit lors des campagnes, il pourra si facilement aussi se prévenir des dangers futurs. La propagation des infections sexuellement transmissibles est en partie due au fait qu'à la maison, le sexe reste un sujet tabou. Les parents, pourtant premiers éducateurs de leur progéniture, ont très souvent de la peine à aborder le sujet avec leurs enfants. Notre correspondante à Lubumbashi, Gabrielle Nina, a rencontré Antoine-Marie Ngandou, un parent. Il nous a confié pourquoi les parents parlent peu du sexe avec leurs enfants. Tout d'abord, il nous a dit ce que font ses enfants pendant les vacances. Pendant les 2 mois de vacances, nous les avons d'abord laissés libres. On les a laissés le champ libre. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, surtout le dimanche. On les a amenés donc, pour le détente dans le milieu où il y a des activités ludiques pour la détente des enfants. Parce que quand on reprend l'école, c'est du travail sérieux qui commence. Et en tant que parent, ça vous arrive d'aborder des sujets sur les sida avec vos enfants? Bon, mes enfants sont encore trop petits, mais je les explique surtout par rapport aux objets tranchants, que si quelqu'un a déjà utilisé ou il s'est blessé, il faut éviter d'utiliser ça parce que vous pouvez avoir le sida. Mais par rapport à la question de fidélité, à la question de préservatifs, ils sont encore enfants, je ne peux pas aborder ça avec les enfants, mais par rapport aux objets tranchants, là, nous parlons. Et que pensez-vous en général des relations parents-enfants dans la lutte contre le sida? Bon, cette relation, moi, je la trouve normale. Je ne trouve pas qu'il y a des questions, selon moi, il y a des questions tabous. Moi, je trouve que ce sont des questions qu'il faut parler avec l'enfant ouvertement, mais éviter de trop parler sexe. Vous voyez, l'enfant, c'est un adulte en miniature. Quand vous lui parlez de quelque chose, par curiosité, il cherche à comprendre pourquoi on m'a interdit. L'enfant, c'est comme Adam et Ève. Pourquoi on m'a interdit? Donc, quand vous voulez parler, c'est avec beaucoup de tact, avec beaucoup de souplesse, en abordant cette question. Surtout parler des objets tranchants et ne pas parler du préservatif, par exemple, ne pas parler des questions de condom ou du donc de fidélité, je voulais dire, ou de la sexualité. Parler pour autre chose, mais il faut éviter de parler ça. Parce que quand vous parlez de sexualité, il va te demander comment est-ce que le sexe fonctionne. Et vous voyez au moins comment vous allez l'expliquer. Par rapport, moi je dis ça par rapport à mes enfants. Si l'enfant par exemple a déjà 18 ans, a déjà 16 ans, là il faut aborder la question des fautes en comble. Parce que moi mon fils aîné n'a que 12 ans. Vous voyez, parler du sexe c'est un problème.
Donc j'attends, il faut aller mollo par rapport à l'âge. Là, vous commencez à parler du sexe. Selon vous, que peut faire un parent pour éviter à ses enfants un comportement de vagabondage sexuel pour se protéger contre le sida? Moi, je considère toujours l'enfant comme un adulte. Avec l'enfant, il faut lui dire la vérité. On ne peut ne pas donner l'éducation à l'enfant. À l'enfant, il faut lui donner son éducation et cette éducation doit être une éducation véritable. Par véritable, je voulais dire qu'il faut parler la vérité chez l'enfant. Il ne faut jamais chercher à mentir chez l'enfant, surtout quand il est à l'âge où la sexualité, il y a le changement de comportement. Quand il quitte l'âge enfant vers l'âge adolescent ou dans la puberté, quand il est en train de vivre ce trouble-là, il faut lui dire des vérités, il ne faut rien cacher. Quand il s'agit de parler sexe, il faut parler sexe et avec beaucoup de sérieux, vous l'appelez à côté, vous faites de l'enfant votre ami. Et donc, il se considère vraiment que vous, sa mère est sa confidente, son père est son confident. Le sida est toujours un sujet tabou dans certaines cultures. Y a-t-il des formations ou des activités de la part du gouvernement ou des organisations qui vous aident à mieux combattre le sida chez vous, avec vos enfants? Bon, vous venez bien de parler dans certaines cultures, mais dans ma culture, le sida n'est pas un sujet tabou parce que le sida a fait déjà beaucoup de victimes, surtout ici chez nous à Lubumbashi. Vous savez que nous, le sida est venu de l'Afrique australe. Or, c'est quelque chose qui a commencé depuis très longtemps. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit parler des interdits sur le plan sanitaire et surtout sur le plan sexuel. Pour moi, le sida, ce n'est pas un sujet tabou. Or, le gouvernement a déjà initié beaucoup d'actions sur ce plan-là. Il y a des activités, il y a des formations. Il a formé des pères éducateurs sur le sida. Et on en parle facilement et surtout le professionnel des sexes. Là, on parle sida ouvertement. Moi, je ne vois pas qu'on peut parler des interdits sur le sida. Mais pour notre gouvernement, il y a une avancée. Il y a une avancée, surtout chez nous, ici à Lubumbashi. On en parle partout. On parle de préservatifs avec l'action santé familiale. Il y a aussi USAID qui parle du sida. Il y a des organisations internationales qui parlent du sida. Ici, chez nous, ça passe. Moi, je ne trouve pas qu'il y a un problème. Nous remercions Olivier Mutombo et Antoine-Marie Ngandou pour leur témoignage. VOA Afrique, votre santé, votre avenir. Votre santé, votre avenir, un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé, vous voulez prévenir vos maladies, les soigner à temps. Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays? Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique avec Rosine Munezero et Mohamedou Oumfa, samedi à 8h30, temps universel. Votre santé, c'est votre avenir. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. La question de la semaine nous vient de RDC et notre consultant, le docteur Aman Genkap, y a répondu. Le docteur Genkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur, je suis Dido Kaimbe, acteur de la société civile à Goma, au chef-lieu de la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Docteur, je voudrais savoir, ces enfants nés avec le VIH-Sida peuvent-ils espérer un jour guérir de cette maladie? Y a-t-il des soins particuliers que ces enfants suivent afin qu'ils grandissent avec une santé de fer? Ce que je peux expliquer à cet auditeur, c'est que le traitement du sida connaît actuellement des innovations et une révolution certaine, notamment le traitement à base d'antirétroviraux. Grâce à ce traitement antirétroviral, lorsqu'il est pris précocement
à savoir que le dépistage doit aussi être précoce. Chez les enfants, le dépistage doit être fait dès la naissance par des tests de dépistage qui sont faits chez l'enfant, notamment par le dosage de la PCR du VIH qui est fait autour de 6 semaines de naissance de l'enfant pour savoir si cet enfant-là est effectivement infecté par le virus du sida. Lorsque les traitements par antirétroviraux sont donnés très précocement, ces traitements très efficaces qui permettent à ce que la charge virale soit quasiment indétectable. Et lorsque la charge virale est indétectable, ces enfants-là sont quasiment bien portants. Ces enfants grandissent avec un poids satisfaisant, ils grandissent avec une maturité satisfaisante et ils ne sont pas différents des enfants non infectés. Toutefois, ce traitement antirétroviral doit être bien suivi et ceci associé aussi à une bonne nutrition, une bonne alimentation, une bonne hydratation. L'auditeur voudrait aussi savoir s'il y a des soins particuliers que ces enfants doivent bénéficier afin qu'ils grandissent avec une santé de fer. Il faut dans un premier temps savoir que le traitement antirétroviral doit être pris à vie et doit être pris de façon régulière. À côté de ce traitement médical, il y a aussi un suivi médical de l'enfant parce que l'enfant a des vaccinations. Il faudrait qu'il puisse bénéficier de ces vaccinations pour qu'il ne puisse pas attraper d'autres infections à côté. Et il faut aussi que cet enfant-là puisse bénéficier d'un soutien psychologique, d'un soutien social, qu'il ne soit pas victime de stigmatisation, que cet enfant ne soient pas victimes de discrimination et que ces enfants ne soient pas abandonnés à eux-mêmes. Et dans ce soutien psychologique, il faut vraiment un soutien nutritionnel. C'est des enfants qui doivent avoir une alimentation équilibrée associée à une très très bonne hydratation. Lorsque les enfants ont effectivement cet environnement qui comprend un bon suivi médical et un bon suivi psychosocial, c'est des enfants qui grandissent comme s'ils n'ont même pas été malades du virus du sida, c'est-à-dire qu'ils grandissent vraiment de façon efficace, de façon pleine, de façon normale, avec un bon poids et avec une taille tout à fait satisfaisante. Et c'est des enfants aussi qui grandissent avec une santé de fer parce qu'il y a un suivi médical et psychosociologique dont ils bénéficient qui est très appréciable. Voilà ce que je pourrais répondre à ces deux questions que posait l'auditeur depuis la RDC. N'oubliez pas, si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de voafrique.com et sur nos télévisions partenaires. C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée aux vacances scolaires, une période à haut risque de transmission des infections sexuellement transmissibles. Pour en parler, nous avons reçu comme invité Fogé Fogito, consultant de plusieurs opérations dénommées Vacances sans sida au Cameroun. Il nous a expliqué en quoi consiste cette opération et pourquoi les jeunes sont plus exposés pendant les vacances. Nous avons aussi donné la parole à un élève, Olivier Moutombo. Il nous a dit comment il s'occupe pendant les vacances. Enfin, nous avons écouté Antoine-Marie Ngandou, un parent qui nous a expliqué pourquoi il parle très de sexualité avec ses enfants. Nous leur disons tous merci. Merci également à Firmin Koyaweda qui était avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité. Merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Béro Matanda à Kinshasa et Erikas Mouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Michel Joseph et de Carl Starling qui étaient à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de Mamadou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. Au revoir. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.